Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sahara marocain dans Question d'actu ce soir. Avec d'abord cette réponse franche et sans ombrage faite de la part de la délégation marocaine à l'ONU en réponse à la déclaration faite lundi par le ministre algérien des Affaires étrangères dans laquelle il a lancé un appel à l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara marocain, le secrétaire général de l'ONU bien sûr pour le Sahara marocain pour la reprise du processus onusien. La délégation marocaine a simplement appelé l'Algérie à reprendre le processus des tables rondes. Et puis, par ailleurs, la Fondation France-Maroc, Paix et Développement Durable a appelé Paris à clarifier sa position sur la question du Sahara marocain à travers, je cite, un engagement clair. Autre actualité relative au Sahara marocain, il y en a pas mal cette semaine. Elle concerne la première conférence internationale organisée les 22 et 23 septembre dernier à Las Palmas, dans les îles Canaries. Le mouvement des Sahraouis pour la paix, créé par des opposants au Polisario, a tout bonnement lancé un manifeste historique pour une solution de paix, comme le rappelle d'ailleurs le nom de ce mouvement. Nous en débattrons dans cette émission. Autre fait marquant cette semaine, Nasser Bourita, notre chef de la diplomatie, le chef de la diplomatie marocaine, a reçu mardi, sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, son homologue algérien, porteur de la lettre d'invitation adressée au souverain par le président Tebboune pour assister aux travaux du sommet arabe prévu, rappelons-le, les 1er et 2 novembre prochains en Algérie. Bref, donc une semaine chargée en actualité que nous allons analyser ce soir en compagnie de mes invités distingués. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype depuis Bordeaux Hubert Seillan, avocat au barreau de Paris et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui publié aux éditions La Croisée des Chemins, intitulé Le Sahara marocain, l'espace et le temps. Maître Seillan, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Merci, je vous remercie. Également avec moi sur le plateau, cette fois, professeur Moustapha Srimi, professeur de droit et politologue. Bonsoir, professeur Srimi. Bonsoir. En face, un autre académicien, professeur cette fois de sciences politique, professeur Hamid Ben Khattab, professeur à l'université Mohamed V de Rabat Agdal. Bonsoir, merci de vous joindre à nous également. Bonsoir, madame. Alors tout d'abord, peut-être un commentaire sur le timing de tous ces faits que j'ai mentionnés dans mon introduction. Professeur Srimi. C'est une accélération de la vie diplomatique, oui, mais une accélération aussi de notre diplomatie. Dans notre diplomatie, il y a deux aspects. Il y a l'approche que j'appellerais marathonienne, 42 kilomètres. C'est-à-dire, c'est plus d'un demi-siècle, depuis 1975, et donc ça continue, du souffle, de la continuité, de l'effort. Et puis, il y a des périodes liées à un agenda particulier, soit un agenda international, régional, en l'occurrence onusien, etc., où il faut accélérer. Sur ce plan-là, qu'est-ce qu'on observe depuis plusieurs semaines, et en particulier depuis la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a commencé il y a une dizaine de jours, donc une remobilisation de la diplomatie marocaine, une diplomatie que j'ai appelée au pas de charge, c'est-à-dire avec des mesures, des actions et des initiatives. Donc c'est l'agenda. Alors quel est l'agenda ? L'agenda, c'est que pour le mois d'octobre qui vient, la question du Sahara marocain va être, comme c'est l'usage depuis des années, inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois-ci ? Dans les prochains jours, probablement à la fin de la première semaine du mois d'octobre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va faire un rapport aux 15 membres du Conseil de sécurité sur l'état de ce dossier, dont il a la charge en sa qualité de chef de l'exécutif onusien. Premier élément. Deuxième élément, c'est le rapport du responsable de la MINURSO, qui est en place depuis 1991, depuis septembre 1991 exactement, donc qui va faire également un rapport sur le respect du cessez-le-feu. Oui. Il faut rappeler au passage que la MINURSO n'est plus chargée de l'autodétermination, de l'organisation d'un référendum, comme c'était prévu dans les précédentes résolutions. Pourquoi ?
Parce que depuis 2001, le Conseil de sécurité ne fait plus aucune référence à une procédure de référendaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'accord avec le mouvement séparatiste sur l'identification des électeurs. L'obstacle ne vient pas de nous, l'obstacle vient du mouvement séparatiste. Et comme il n'y a pas d'accord sur l'identification des électeurs et donc la dimension du corps électoral, le Conseil de sécurité a pris acte de cette difficulté et ne fait plus référence donc depuis 21 ans dans différentes résolutions à l'exigence et à la procédure de référendum. Troisième élément lors de cette session, cette réunion du Conseil de sécurité du mois d'octobre, donc qui va commencer dans les prochains jours, c'est le rapport de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, qui a fait 2 visites dans la région. Il a fait une première visite en janvier dernier, qui n'avait pas été concluante, et puis il a fait une deuxième visite, vous le savez, dans la région, Rabat, les camps séparatistes à Tindouf et Alger et Nouakchott. Il s'avère qu'il va faire un rapport, évidemment, en demi-teinte, parce qu'il ne peut pas nier les faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté, c'est la partie adverse principale, en l'occurrence l'Algérie, de reprendre ce processus. Oui, mais c'est l'Algérie, justement, à travers son chef de la diplomatie, qui lance cet appel aux autorités marocaines et qui est empreint aussi de beaucoup de fake news, appelons-les comme ceci, qui ont été bien sûr corrigés par la délégation marocaine à l'ONU et qui appellent le Maroc à la reprise du processus onusien. C'est quand même une ironie. Enfin, je veux dire, et c'est d'ailleurs la réponse de la délégation marocaine qui invite aussi, et la résolution 2602 en est la preuve ultime, avec la présence de l'Algérie 5 fois dans cette résolution, tout simplement que l'Algérie aussi est invitée à se mettre à table, autour de la table des négociations, professeur Benkhtab. Oui, nous avons l'habitude d'ailleurs de ces propos, avec ces propos algériens qui manquent en quelque sorte de sens, du bon sens, mais aussi surtout de bon sens diplomatique. L'Algérie campe sur une position qui est la sienne, une position qui ne change pas et qui voit dans le Maroc un ennemi substantielle. Et à partir de là, tous les coups sont permis. Même les fake news, toutes sortes d'injures de la part de la diplomatie algérienne. Bon, le problème qui se pose pour nous, justement, c'est comment aller de l'avant et comment ignorer, justement, ce que dit et ce que fait la diplomatie algérienne. C'est un jeu de longue haleine, c'est un jeu de deux pays qui ne s'aiment plus depuis un certain temps. Et nous avons l'avantage d'avoir une cause quand même, une cause qui est la nôtre, à savoir la défense de l'intégrité territoriale et du Sahara marocain. Maintenant, les Algériens, par leur pétrole, par leur gaz, aussi par leur carnet d'adresses africains parfois, carnet d'adresses aussi européens. Moi j'ai envie de dire de valises de cash aussi. Oui, mais bien sûr, c'est la diplomatie du chèque, donc ça on le sait. Alors, essayer de contrer justement ces avancées de la diplomatie marocaine. Nous assistons justement ces derniers temps à un dynamisme inédit de la diplomatie marocaine sur plusieurs scènes, sur plusieurs échelles au niveau international. Donc, l'Algérie voit d'un très mauvais œil ces avancées. Et on verra comment les choses vont évoluer par la suite. Alors justement, le Maroc défend sa cause nationale et l'Algérie voudrait ranimer les braises de son nationalisme. Je reprends quelques termes utilisés notamment dans cet ouvrage dont vous êtes l'auteur, Maître Hubert Saillant, Le Sahara marocain, l'espace et le temps. Comment cela ? Quel est le lien entre le dossier du Sahara marocain et le nationalisme et le communisme algérien? Votre question est passionnante, évidemment. D'une part parce qu'elle nous porte sur un avenir dont nous ne maîtrisons pas toutes les données, comme d'habitude. Mais le passé, quand même, nous donne un certain nombre d'explications, comme l'ont dit mes collègues et amis précédemment.
D'ailleurs, je partage à 100% tout ce qui vient d'être dit. Ce sont des faits. Nous sommes sur le terrain des faits. Vous savez l'importance que je donne aux faits par rapport à leur traduction dans les idées, dans les idéologies. S'agissant de l'Algérie, il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, le contexte de la guerre en Ukraine a permis à l'Algérie de relancer sa diplomatie. Ça, c'est pour moi l'observation majeure. Pourquoi? Bien parce qu'elle apparaît comme étant fournisseur de gaz et de pétrole. Mais je suis français, bien que j'ai une grande appétence, mon cœur porte énormément sur Rabat, je reste français. Et je dois dire que la position de la France aujourd'hui est assez ambiguë. C'est les termes que la fondation que je préside, a choisi pour faire sa déclaration solennelle à Marrakech il y a 2 jours. Sortir de l'ambiguïté. Pourquoi? Parce que l'Algérie est en train de nous subordonner. Elle est en train de subordonner l'Occident par ses richesses. Et je dirais même que je suis à peu près persuadé, pour avoir quelques antennes ici et là, qu'elle subordonne bien des pays avec l'argent qu'elle possède, car elle a de l'argent. Son pays est assez misérable, il faut bien le dire, dans la vie de tous les jours, mais l'argent existe. Nous pouvons prendre d'autres exemples que l'Algérie, la Russie anciennement soviétique, a beaucoup d'argent et je ne suis pas sûr que le mode de vie dans ce pays soit parfaitement conciliable avec les idéaux démocratiques en vigueur. Mais j'ajouterais que ces contrats pétroliers ont non pas simplement subordonné nos pays, puisqu'ils sont demandeurs, mais ont un impact direct sur les diplomaties. Il nous faut observer avec la plus grande attention les évolutions de certains pays. Alors, ceci se fait dans un contexte cependant favorable au Maroc, car nous voyons bien que la cause saharienne est partagée par de plus en plus de pays dans le monde. Voilà. Mais il n'empêche que, vous m'avez posé une question sur l'Algérie, j'ai essayé de vous répondre avec le plus de sincérité et de clarté possible. Le pays d'Algérie est aujourd'hui en défense, bien que vous le voyez en attaque, je le vois plus en défense, parce qu'il sait qu'il perd des points, et donc il utilise les moyens qui sont les siens, et notamment, je pense, celui de l'argent. Très bien. Et puis, pour défendre une cause qui n'est pas la sienne, hein, si on se réfère à la logique de l'histoire, du droit international et de la diplomatie même. Professeur Srimi, peut-être une réaction sur ce qui a été dit, avant que je vous pose aussi une question sur cette position ambiguë, grise, des autorités françaises et aujourd'hui qui menace une relation ancestrale entre ces deux partenaires historiques que sont le Maroc et la France. Je vais vous répondre sur cette question à la fin d'autres observations. La première, il faut faire une distinction pour ce qui est des relations entre Rabat et Alger, entre le pouvoir, entre les officiels d'Alger et le peuple algérien. Il y a une grande fraternité entre les deux peuples et je vous rappelle, si besoin était, les discours de Sa Majesté le Roi en direction de l'Algérie et donc en faisant référence précisément à ces relations de solidarité, de fraternité. C'est important. On le voit d'ailleurs, la fraternité entre les peuples maghrébins. Regardez ce qui se passe en Tunisie avec les positions de l'actuel président. Il y a toujours, même dans les communiqués du ministère des Affaires étrangères et autres, etc., toujours la fraternité entre les peuples. C'est important. Je crois qu'il faut qu'on veille
à faire la distinction entre les officiels qui sont là et les peuples. Il y a une grande solidarité. On veille, il ne faut pas que ce soit unilatéral, professeur Scribi. Non, je réitère cela parce que je crois qu'on a déjà eu ce débat. Oui, mais il y a eu quelques petits incidents organisés, vous le savez, par les services de sécurité algériens dans des stades, tout ça, etc. Mais fondamentalement, la trame au Maghreb, c'est une trame de fraternité des 5 peuples. Je n'arrêterai pas de le dire. C'est un acquis fondamental pour des raisons historiques, culturelles, religieuses, etc. J'y reviens. Deuxième observation, pour ce qui est de la position de l'Ukraine, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mon collègue Seyhan, j'ai une lecture différente du fait que l'Algérie soit avantagée par ce qui se passe en Ukraine. Évidemment, l'Algérie est un producteur de gaz, un producteur important, mais, les capacités de raffinage du gaz sont extrêmement limitées. On l'a vu avec la visite du président du Conseil italien à Alger, où il y a des promesses qui ont été faites, mais l'Algérie n'est pas en mesure d'assurer le service, la production, du fait qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour avoir des capacités de raffinage. C'est la même chose pour ce qui est du voyage du président Macron à Alger. Donc l'Algérie n'a pas grand-chose finalement, sinon à se positionner comme vendeur et potentiel dans les années à venir. Autre point, impact négatif de la situation créée en Ukraine, c'est l'alignement problématique de l'Algérie sur les positions de la Russie. Ben, ça semble déranger personne. Ah, si. Il y a aux États-Unis, il y a un parlementaire qui a posé le problème des achats d'armement de 9 milliards de dollars, donc qui a été conclu 9 milliards de dollars de vente d'armes russes à l'Algérie. Oui. Il y a une interrogation majeure. Pendant le conflit, il y a une interrogation majeure d'autres pays en disant finalement l'Algérie est alignée sur les positions de Moscou et c'est une position différente par rapport à celle de la communauté internationale. Autre point aussi, pour ce qui est de l'Algérie, je prolonge ce qu'a dit mon collègue ici, il faut distinguer entre les relations interétatiques qui sont ce qu'elles sont. C'est depuis les années 60 que nous sommes dans un schéma d'altérité, d'opposition, de rivalité pour des raisons connues qu'on a évoquées. Mais il faut revenir à un autre niveau d'analyse, c'est la relance ou pas du processus de paix. Et c'est sur ça qu'il faut interpeller l'Algérie. L'Algérie est en porte-à-faux par rapport à la communauté internationale et par rapport au Conseil de sécurité. Ce que dit le ministre algérien des Affaires étrangères, ce qu'il a dit il y a quelques jours, donc c'était lundi. Tout à fait. C'était lundi, donc, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, dans son discours. Et ça relève du surréalisme. Je m'en explique. Il lance un appel pour la reprise du processus. Mais qui bloque le processus? Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il n'est pas fondé à invoquer cet argument. C'est extrêmement gênant. Pourquoi? Parce que ce même ministre des Affaires étrangères, a dirigé la délégation algérienne en mars 2019 en Suisse. Donc voilà une situation tout à fait baroque, surréaliste, où il avait soutenu une position, il était présent physiquement, etc. Et puis maintenant, il dit que ce processus n'est pas valable. Enfin, la position de la France... Alors, sur la position de la France, il est bien évident que la France est dans une relation, une équation plus exactement compliquée par rapport à Alger et à Rabat. Ce qu'on attend... Pour des considérations... Pour de multiples considérations cumulatives. L'une, c'est des intérêts économiques. Ces intérêts économiques et l'option gazière, c'est-à-dire se prépositionner comme acheteur pour la sécurité énergétique de la France. Mais le voyage du président Macron n'a rien donné. Pour des raisons historiques et mémorielles, c'est-à-dire que la France plonge depuis des décennies dans cette antre qui est celle de l'héritage colonial. D'ailleurs, le président Macron l'a dit. Il a dit c'est un système politico-militaire. Il a dit, je le cite, qui est là pour gérer, fructifier la rente mémorielle. Donc, il a tenu ça il y a moins d'un an. Donc, nous sommes là dans une situation où la France n'a pas de politique véritablement, ni à l'endroit de l'Algérie,
parce qu'il y a eu des évolutions dans les positions du président, ni à l'endroit du Maghreb, ni à l'endroit de la Libye, ni à l'endroit de l'Afrique, ni à l'endroit de l'Afrique et du Maroc. Et c'est pour ça que le Maroc est en droit, simplement, si vous le permettez, je conclus, en attendant de la France une réévaluation de sa position. Très bien. Et pour ça, le Maroc a des éléments et des arguments de poids, lesquels? C'est que la communauté internationale est en train de soutenir massivement le dossier saharien. J'en veux pour preuve la position américaine depuis décembre de 2020, la position de l'Allemagne, des Pays-Bas, etc. Mais c'est depuis cette prise de position, justement américaine, hollandaise et j'en passe, que la France s'enfonce, j'ai envie de dire, dans cette position ambiguë. Vous savez pourquoi? Je vais résumer. Non, vraiment brièvement. En termes peu diplomatiques, je vais le dire. Parce que la France considérait qu'elle avait une gestion prioritaire et hégémonique de ce dossier saharien, et elle n'accepte pas que l'autonomisation de la diplomatie marocaine avec des alliés, et quels alliés? Oui, mais de facto, la France joue un rôle majeur dans ce conflit. C'est un fait. Oui, professeur Ben Khattab. Oui, parce que là, le temps passe vite. Hein. Alors, laissez-moi rebondir sur deux choses. D'abord, les rapports entre les peuples du Maghreb. Vous savez, nous avons été éduqués avec cette idée de la fraternité maghrébine et que les peuples du Maghreb sont un peuple et qu'ils partagent la religion, la langue, etc. etc. Oui, mais politiquement parlant, ce n'est pas le cas. Politiquement parlant, nous sommes divisés en 5 États avec des identités nationales différentes, avec des projets sociétaux différents et avec aussi des visions du monde totalement différentes. Cela impacte à un moment ou à un autre la population. Donc, le peuple algérien, c'est vrai, nous sommes des frères, nous partageons beaucoup de choses. Mais en théorie, mais en pratique, il est endoctriné par une propagande officielle qui a duré maintenant plus de 60 ans. Et alors, n'attendons pas grand-chose, justement, du monsieur tout-le-monde algérien. Pourquoi? Parce que l'effet des médias, il est là. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Et après 20 ans d'endoctrinement, vous créez tout simplement une nouvelle génération totalement amnésiaque. Donc on sait très bien comment les médias travaillent. Pour ce qui est de la France, les rapports de la France avec le Maroc, ce que j'ai constaté ces derniers temps, c'est qu'il y a une absence totale du Maroc dans le discours officiel français. C'est-à-dire le Maroc n'est plus présent dans le discours des élites politiques françaises. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que les élites qui faisaient la gloire du Maroc, qui étaient à un moment donné les amis du Maroc, ont commencé à vieillir. C'est la sélection biologique, donc ils se sont retranchés. Et il y en a d'autres qui ont perdu. Et il y a une autre élite qui a perdu ses assises politiques. Et enfin, il y a une raison technique qui est celle de la méconnaissance totale de l'administration Macron du dossier nord-africain et surtout du Maroc et de la question du Sahara. Le Maroc est perçu par l'administration Macron comme étant noyé dans des zones géographiques aux contours très mal précisés, donc aux contours très vagues, à savoir le Proche-Orient, le Maghreb, le monde arabe, l'Afrique. Et finalement, le Maroc n'est plus présent comme étant une entité étatique à part, privilégiée, qui a un rapport ancestral et un rapport prolongé et privilégié avec la France. Ça va dans les deux sens. Le résultat est là. Ça va dans les deux sens. Voilà. Non, mais surtout du côté français. Le Maroc aussi. Non, nous sommes toujours. Oui, bien sûr. L'élite politique au Maroc est la même. Nous chérissons toujours la France, il faut le dire. Rien que le fait d'avoir une émission française comme celle-là, donc, est symbole de la présence de la France au Maroc. Le problème de la France, c'est qu'il voit mal, très mal, justement, l'évolution récente du régime politique marocain. Nous sommes devenus plus ou moins une puissance qui monte, une puissance régionale qui monte et qui dérange la France à plusieurs niveaux. D'abord en Afrique, et j'ai entendu parler de ça et j'étais sidéré d'entendre par des académiciens et par des politistes français sur le fait de voir en le Maroc un concurrent en Afrique.
Et en plus de ça, la France voit d'un très mal œil aussi ce rétrécissement du champ de la francophonie au Maroc. On voit très bien que le français perd du terrain au Maroc. Pourquoi? Parce que la France ne fait rien pour sauvegarder justement la place qui était celle de la langue française. Donc, la France n'a plus les moyens de ses ambitions diplomatiques. Quand vous dites moyens financiers, c'est à cause des moyens financiers qui sont alloués justement à cette position française. De la vision de l'administration Macron, qui est très restreinte. Très bien. Alors, on fait quand même réagir le président de cette fondation France-Maroc, Maître Seyan. Et cette déclaration commune, je voudrais juste revenir sur l'un des points qui ont été soulevés dans cette déclaration commune des membres français et marocains de cette association, à l'issue donc des rencontres tenues cette semaine. La Fondation alerte sur la gravité d'une situation qui risque de porter atteinte à des siècles d'amitié partagée et d'ajouter que mettre en doute ce fait donc, appelle son examen, à défaut de quoi l'attitude inamicale apparaîtra. Elle est déjà là, quelque peu, oui, surtout avec cette histoire de visa. Hein. Oui, tout ceci, ce sont des constats irréductibles, on ne peut pas y revenir, c'est comme ça. La France est arrivée à un point qui pourrait être un point de non-retour, et c'est ce que nous craignons. Tout ce que je viens d'entendre, là encore, est totalement partagé. Notamment ce que dit Hamid à l'instant, c'est même inférieur à ce qu'est la réalité. En vérité, nous avons fait déjà plusieurs appels pour une reconnaissance du fait saharien marocain au président de la République. Nous l'avons fait plusieurs fois, nous les avons transmises en direct, puis par l'amicale parlementaire France-Maroc. Nous n'en avons eu aucun écho. Aucun écho. Rien n'est possible, semble-t-il, dans l'état actuel. Pour quelle raison? C'est ça qui était... Je ne suis pas la pitié, n'est-ce pas? Je ne sais rien là-dessus. Nous n'avons pas d'infos et mes amis parlementaires favorables à la reconnaissance du Sahara marocain n'en ont pas plus que moi. Alors, d'où cela vient? Tout a été un peu dit. En vérité, le Maroc est un pays qui impressionne par... Le Maroc est un pays qui impressionne à plusieurs titres. Premièrement, parce que c'est un pays qui a une constitution qui allie dans des conditions étrangement équilibrées la tradition avec le roi et les idéaux de la démocratie. Cette constitution existe et l'on observe que la démocratie fonctionne. Certes, on peut toujours regretter certains points, comme cela est fait ici et là, mais la démocratie marocaine est un fait réel. Alors cela, ça impressionne. C'est la question, sur quoi est-ce que ça... Il n'y a pas d'autre pays dans le Maghreb, il n'y a pas d'autre pays musulman qui ait ce degré d'authenticité. La deuxième chose qui impressionne, c'est la volonté délibérée de tout un peuple à se transformer par des investissements massifs, chose qui, nous le savons bien, n'existe pas en Algérie, même malgré les moyens dont elle dispose. Je donnerai un exemple. Non, mais je veux donner un exemple. Un exemple, vous le savez, c'est toujours concret. Je viens du Sahara. J'ai vu les productions maraîchères. Nous puisons, le Maroc puise à des 300, 400 mètres maximum. J'ai vu sur Internet une publicité algérienne pour des productions de même type au Sahara, dans son sud saharien. Le commentateur disait avec un cynisme étonnant que les puits descendaient à 2000, 2500 mètres, c'est-à-dire puisaient dans la nappe phréatique. Voilà des choses que je veux dire, parce que ça c'est concret, n'est-ce pas? Il y a un déséquilibre entre les politiques marocaines et algériennes sur bien des points. Alors le troisième élément que je voudrais souligner, c'est le fait que le Maroc impressionne aussi
par sa capacité à organiser la sécurité sur le continent africain. Et pour quelle raison organise-t-il la sécurité du continent africain? Bien parce que tout simplement, il est le seul pays qui permette de traverser le Sahara jusqu'au Sénégal, je dirais. Et c'est ça qui est important. On va d'Amsterdam jusqu'au Sénégal par la voie marocaine, en toute sécurité. J'ai fait cette voie-là il y a quelques jours encore, j'y étais. Eh bien, il y a les camions qui passent sans cesse, c'est la noria des camions, et c'est cela, c'est le développement qui est en cours par la sécurité. Mais alors, le problème est là, justement, puisque vous parlez de sécurité, c'est que ces camps de Tindouf sont non seulement un bastion d'insécurité, mais c'est aussi un peu une pépinière aux futurs terroristes qui pullulent un peu dans la région sahélo-saharienne. Mais bien sûr, mais Tindouf, c'est pas, bien que le Maroc puisse prétendre historiquement avoir des droits sur Tindouf, il n'empêche que le Tindouf, c'est l'Algérie. Et nous savons aussi que Tindouf, c'est une pépinière de délinquance, mais aussi c'est un abandon total de l'Algérie dans des conditions qui sont, du point de vue des droits de l'homme, tout à fait scandaleuses. Je prends un exemple. Pendant la pandémie du Covid, il faut savoir que l'Algérie ne s'est pas préoccupée de la situation à Tindouf et a considéré que c'était l'autorité, entre guillemets, du Polisario qui devait être compétente. Or, le Polisario, s'il existe, n'avait aucun moyen. Et nous savons aussi qu'il y a eu un certain nombre de mouvements, mouvements venant des gens de Tindouf qui ont alerté l'opinion sur la dégradation considérable de la situation sanitaire. Voilà des faits. Moi, je ne cherche pas aujourd'hui, j'ai trop écrit sur le sujet en termes généraux pour y revenir. Je préfère aborder la question de point de vue avec ces constats. J'ajouterai, si vous me permettez encore, j'ajouterai que je suis aussi avocat et vous le savez, je suis là, peut-être, dois-je le rappeler, je suis l'avocat de la famille du dirigeant de Polisario qui est détenu depuis 2009 en Algérie dans des conditions tout à fait surprenantes de silence on n'a aucune information. J'ai reçu il y a 3 jours les frères de Ahmed El Khalil et ils m'ont dit ceci. Et si vous permettez, je vous en prie, Maître Saillant. Alors, je vais vous dire, ils ont par des informations qui viennent de Tindouf, ils ont des informations sur la situation de leurs frères. Ils seraient en vie, mais ils seraient en vie sous un nom d'emprunt. Il s'appellerait Ould Mahmoud Khalil Ahmed. Voilà, donc pour le trouver. Et ils ont un numéro de détention. Ce serait le numéro 21606. Et l'adresse du centre de détention, 75 Terre ARD 01 Blida. Voilà. Voilà l'information que j'ai. Il vivrait. Donc nous sommes dans une situation, voyez-vous, assez compliquée. L'Algérie, ce n'est pas un pays démocratique. Nous le savons tous. Bien. Mais nous avons là un dossier qui montre que c'est un pays dans lequel les droits de l'homme sont violés de manière régulière. Voilà pourquoi la légitimité de l'Algérie sur le dossier du Sahara marocain devrait être révisée en fonction. Et j'ajouterai enfin, je vais terminer, j'ajouterai enfin que l'Algérie manipule des braises, comme vous l'avez dit en introduction, mais elle n'est pas en mesure d'aller beaucoup plus loin. Et la position de l'Algérie, ne l'oublions quand même pas, parce que nous en avons la preuve. L'intention de l'Algérie est plus à l'usage interne qu'à l'usage externe. Mes collègues peuvent peut-être dire que je vais un peu loin, mais n'empêche. Je suis allé en Algérie plusieurs fois. Je n'y vais plus, évidemment, depuis quelque temps. Vous pensez bien que je n'aurai pas le visa. Mais j'y suis allé plusieurs fois et j'ai interrogé les populations, les étudiants. Et voilà. La question du Sahara, ils ne la connaissent pas. Un peu à Oran,
mais ils ne la connaissent pas. Mais alors, ils l'ignorent totalement. Parce que les imprécations qui viennent d'Alger, elles sont si nombreuses et sur des sujets si pluriels, ils n'y font plus attention. C'est ça qu'il faut voir. Je lis régulièrement la presse algérienne. À peu près tous les 15 jours, je balaye la presse algérienne. Bien. J'observe que si à Rabat, de temps en temps, il y a un écho de ce qui est dit à Alger sur le sujet, à Constantine, il n'y en a pas. Voilà. Voilà. Et donc, c'est aussi, il faut relativiser la position de l'Algérie. Et évidemment, de ce fait, les peuples ne sont pas hostiles, puisque côté algérien, ils ignorent le sujet. Oui. Alors, messieurs, il nous reste peu de temps et on a 2 et 3 points que j'ai promis à nos téléspectateurs que nous allons traiter dans cette émission. C'était dans mon introduction. Alors, le premier est relatif à ce mouvement, Sahraoui pour la paix. D'abord, qu'est-ce que ce mouvement? Donc, ce sont des opposants au Polisario et ils ont tenu leur première conférence internationale, professeur Sremi. C'était les 22 et 23 septembre à Las Palmas, dans les îles Canaries. Déjà, un mouvement Sahraoui pour la paix, c'est très significatif, ça a quand même une symbolique. Donc et ils sont sortis de là avec un manifeste pour une solution. Ils sont pour une solution. Je voudrais nuancer et dire ce ne sont pas des opposants au Polisario, ce sont des Marocains sahraouis qui prennent position sur la question nationale. Le fait de les classer comme opposants au mouvement séparatiste les met dans une catégorie particulière. Sorte de coin, de ghetto, ils sont là, c'est des opposants. Pas du tout, c'est un mouvement qui vient des profondeurs. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Mouvement des Sahraouis pour la paix. Ils se sont réunis où? Ils se sont réunis aux Canaries, et c'est un mouvement qui vient des profondeurs et de la société qui se préoccupe d'un certain nombre de choses. Pourquoi le lieu, les Canaries? Ça veut dire que l'objectif, ce n'est pas de se mobiliser au Maroc pour expliquer aux Marocains la marocanité du Sahara, ça n'aurait pas de sens. Aux Canaries, parce que c'est une base en direction de l'Espagne. C'est ça la stratégie, la démarche. Le deuxième point, c'est un mouvement qui associe des notables et des chours et des chefs de tribus. Il n'y a pas d'élus, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et ce que je voudrais relever, c'est que dans la mobilisation de cette composante de la société sahraoui, il y a ces éléments-là qui ont pris en charge donc ce dossier et qui comptent porter la bonne parole en Espagne et à l'international. Ça vient en complément de l'action diplomatique marocaine aux Nations Unies, qui est, vous savez, rayonnante et flamboyante. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est extrêmement important. Notre ministre des Affaires étrangères a vu une quinzaine de ministres des Affaires étrangères. Donc, il faut quand même le dire, c'est extrêmement, et ça continue. Deuxième point, ça vient en traduction des discours royaux sur les positions marocaines. Ça s'adresse également au Conseil de sécurité dans cette conjoncture-là. C'est un mouvement qui n'a pas été créé au mois d'avril ou au mois de janvier. C'est un mouvement qui est intéressant, qui s'est tenu il y a 2 jours, donc, il y a le 22-23. Et donc, nous sommes bien dans une haute conjoncture de mobilisation. Dernier point, il porte la parole dans son manifeste dans plusieurs directions. La réunification des familles, c'est important. Ils disent que c'est des familles, notamment les tribus Guibet et autres, etc., sont divisées. Ça a été attesté par les échanges de familles qui ont été suspendus, et ils craignent pour leur sécurité de ces bien sûr, pour la sécurité. Donc la réunification, séquestrées. c'est intéressant, la réunification familiale, la solution de compromis, les paramètres de négociation du Maroc qui sont ceux du Conseil de sécurité. Et ça me paraît extrêmement intéressant parce que c'est la résurgence tardive, je regrette qu'elle soit tardive, donc d'une société en mouvement qui décide de faire entendre sa voix. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous assistons à l'émergence d'un mouvement dissident au sein du Polisario.
Donc, il y avait Quoique le terme opposant et dissident... Oui, dissident, oui, parce que nous sommes devant un mouvement, c'est un mouvement séparatiste. Séparatiste, oui. Bon, reconnaissons-le. Et c'est un mouvement séparatiste qui est miné par des dissidences et par des luttes intestinales. Donc, c'est tout à fait normal. Avant ce mouvement, il y avait le mouvement Khat Shahid. Oui, vous figurez-vous, nous sommes devant un mouvement séparatiste qui est très affaibli. Deuxièmement, les contradictions au sein de ce mouvement commencent, ça fait maintenant une dizaine d'années, commencent à voir le jour et à devenir tout simplement publiques. Donc ce n'est pas la première fois. Mais le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans un terrain très autoritaire, dans un terrain où les libertés et la possibilité de dissidence est systématiquement matée. Donc, le mouvement séparatiste Polisario, ce n'est pas un mouvement démocratique, faut le dire clairement. Nous sommes devant un mouvement presque, je dirais, totalitaire, où les libertés individuelles d'expression, de mobilisation sont méconnues à l'ensemble de la population. Et en plus de cela, s'ajoute aussi un autoritarisme de l'Algérie. L'autoritarisme algérien fait en sorte de serrer plus l'étau sur la population qui se trouve kidnappée en quelque sorte dans les camps de Tindouf. Donc, nous sommes devant un mouvement qui va à Las Palmas aux Canaries, justement pour échapper à la mainmise et au diktat justement de l'Algérie, mais aussi à la violence du mouvement séparatiste Polisario. Comment justement, le plan d'autonomie peut-il apporter cette sécurité-là Sur ce plan-là, si vous permettez une précision rapide, merci, vous êtes gentil, dans le prolongement de ce qu'a dit mon collègue, j'insiste sur l'aspect sociologique de ce mouvement. Je vous invite à relire l'initiative marocaine d'autonomie qui a été déposée le 11 avril 2007 au Conseil de sécurité. Il est prévu un parlement régional et un chef d'exécutif. Quelle est la structure de ce parlement régional? Un tiers sont des représentants des tribus. Oui. C'est extrêmement important. Il y a le corps électoral, un Sahraoui, une voix. Mais donc, pourquoi je voudrais relever cette initiative et souligner son intérêt? Parce que nous sommes précisément dans le prolongement d'une position politique responsable, tenant compte des particularités, des spécificités sociologiques des provinces sahariennes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Alors, peut-être un commentaire dessus, sur ce point concernant déjà ce mouvement sahraoui pour la paix, et puis aussi ces personnalités espagnoles, qui se sont de grandes personnalités espagnoles qui se sont exprimées en faveur de la position marocaine, de ce plan d'autonomie marocain. Oui, deux choses. La première, sur ce mouvement des Canaries, j'entends bien, il est dans la logique du passé. C'est des choses qui ont déjà plus ou moins existé. Aujourd'hui, il faut le prendre dans sa ponctualité. Que vaut-il? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les fois que nous allons au Sahara, tous les uns et les autres, nous observons que la votation, comme disent les Suisses et les Belges, est considérablement élevée. Et elle est le fait de qui? Des Sahraouis. J'ajouterai une seconde chose. Les Walis, dans tout le sud, ont un souci permanent, qui est dans la ligne de ce qui vient d'être dit sur la déclaration de 2007, d'associer, d'une part les élus locaux, très fortement, et les chefs de tribu. Il y a une sorte de rituel tout à fait régulier. Par exemple, dans tous les dîners que j'ai eus la semaine dernière, déjeuner, dîner, il y a le wali, il y a le président de région, il y a les présidents de province, il y a les présidents de communes et les chefs. Et cela, c'est tout à fait illustratif, n'est-ce pas, de la situation du Sahara marocain. Les Algériens peuvent toujours dire que c'est une colonie, mais bon, voilà les faits. Alors la troisième chose qu'on pourrait dire, c'est que aujourd'hui, toute l'opposition à l'idée marocaine du Sahara, toute l'opposition se délite. Il faut le savoir. Le Maroc est arrivé à
pouvoir considérer, et ce que je dis depuis déjà plusieurs années, que la contestation est le fait du passé. Voilà. C'est le fait du passé, d'une époque où il y avait les deux grands blocs, communistes et l'Occident, et voilà. Mais aujourd'hui, c'est fini. Très bien. Avec la position, mais oui, pour moi, c'est terminé. Ce n'est plus une question, excusez de vous le dire, d'actualité. Je sais que votre émission, c'est cela. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Je vois les choses comme ça depuis l'extérieur. Je ne suis pas marocain. Je peux les voir sous cette forme. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, solennellement, à la France, je n'ai pas beaucoup de légitimité à le faire, mais en même temps, je porte, semble-t-il, la parole de nombreux Français qui ne comprennent pas que ce Maroc avec lequel les liens sont autrement forts qu'avec la plupart des pays du monde, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Très bien. Ce sont des liens de complète fraternité. Nous nous adressons encore une fois et de manière très solennelle au pouvoir public français, au président de la République, pour que les choses sortent de l'ambiguïté, qu'elles ne soient pas dans le gris, comme cela a été dit, qu'elles soient noires ou blanches. Nous préférerions qu'elles soient blanches, c'est-à-dire la couleur de l'espérance, d'une relation apaisée entre nos deux pays et surtout avec, pour qu'on en finisse, de cette question du Sud Maroc qui empeste en fait les relations de notre pays avec le Maroc et surtout qui empêche à cette paix nécessaire au développement de l'Afrique à se constituer de manière définitive. Merci beaucoup, Maître Hubert Seillant. Alors, dernier point qu'on va discuter, messieurs, mais ce sera en 1 minute chacun, c'est l'émissaire algérien qui a remis l'invitation à Sa Majesté le Roi Mohamed VI à travers notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita. Un mot là-dessus, et bien sûr l'invitation à participer à ce sommet, sommet de la Ligue arabe qui doit se tenir en novembre en Algérie. Ça a dû coûter beaucoup au président Tebboune d'envoyer cette invitation à Sa Majesté le Roi. Je ne peux pas le prouver, mais j'en suis sûr. Parce qu'il faut inviter. Bien. Premier point. Deuxième point, les conditions dans lesquelles le ministre de la Justice, qui était porteur de cette invitation, est venu. Il est resté 2 heures. Il était 2 heures, alors que le ministre des Affaires étrangères l'avait invité à déjeuner dans le cadre des usages protocolaires. C'est vous dire la rigidité des officiels d'Alger à l'endroit du Maroc. 3, ce qu'on ne sait pas, c'est si Sa Majesté le Roi va y aller ou pas. 4, la position du Maroc pour ce qui est du sommet arabe d'Alger est extrêmement confortable, parce qu'il vient avec un bilan. Il vient avec un bilan lequel, c'est-à-dire tout ce qui a été fait pour resserrer les rangs arabes, ce qui n'est pas le cas de la position de l'Algérie, qui était qu'à une diplomatie de division. Et le Maroc, sur ce plan-là, des positions unitaires qui sont celles de la majorité des États membres de la Ligue arabe. Professeur Oui, je dirais tout simplement que nous avons vécu une situation plus ou moins bizarre, parce qu'il y a les usages diplomatiques qui imposent justement aux émissaires des États d'être souriants, d'être aussi ouverts à l'égard des autres. Monsieur, il est venu avec une rapidité incroyable, à peine 20 minutes au ministère des Affaires étrangères, aucun sourire, aucun dialogue sérieux avec son interlocuteur, et ça me paraît un peu bizarre. Pourquoi ? Parce que dans les pratiques diplomatiques, ces occasions-là, les occasions des émissaires et des sommets, sont des occasions d'ouverture. Même s'il y a une guerre entre les deux pays, il y a toujours ces occasions, ces brèves occasions d'ouverture sur l'adversaire pour aussi construire un certain climat de confiance. Et monsieur, il est venu avec des directives très, très militaires, de ne pas sourire, de ne pas parler, de ne pas temps militaire, déjeuner, ça coule de source, de ne pas déjeuner. Alors là, vraiment, je ne comprends pas la posture de la stratocratie algérienne, parce qu'il est là, il agit sous les auspices de l'armée. Lui, il ne fait pas partie de l'armée. Il aurait pu
quand même entamé une petite discussion avec le ministre des Affaires étrangères. Il ne l'a pas fait. C'est ce qu'on appelle un télégraphiste Absolument. dans le vocabulaire Sur diplomatique. l'émission touche à sa femme. Merci. Vous avez toujours le dernier mot, Mustafa Sahibi. Merci. Je le prépare à l'avance. Merci beaucoup, professeur Mertab. Mes remerciements vont également à notre invité qui nous a rejoint via Skype depuis Bordeaux, maître Hubert Seillan. C'était un plaisir de vous accueillir avec nous, même à distance. Merci. Encore à vous tous. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.